Plusieurs entreprises italiennes basées à Pérouse ont été visitées par le président de la République. Tout commence par le groupe Piccini, spécialisé dans les BTP et la fabrication des engins de construction de tout genre. Une entreprise internationale active dans environ 80 pays du monde. Une expérience acquise qui fait d'elle aujourd'hui un partenaire idéal capable de s'adapter et de s'intégrer partout. Le président de la République s'est aussi rendu dans plusieurs autres entreprises comme celle de la fabrication des vitres blindées, d'assiettes, des meubles, de chocolat et de transformation des déchets en engrais et en énergie. Professeur Alpha Condé a fait le tour d'horizon de toutes ces entreprises italiennes pour s'enquérir non seulement de leur mode de fonctionnement, mais aussi et surtout échanger avec les responsables sur les possibilités d'investissement en Guinée. Un tour d'horizon qui lui a permis aujourd'hui de découvrir et de nouer des contacts solides avec tous ces dirigeants d'entreprise. Des dirigeants qui ont rassuré au chef de l'État de leur volonté à venir s'implanter rapidement en Guinée, dans le but de soutenir ces nombreux projets de développement en faveur de la population. Toutes choses devant permettre sans nul doute de générer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Deux couches de la société guinéenne, lesquelles le président de la République accorde une importance capitale dans son programme de société en vue de leur épanouissement. Justement, c'est pourquoi professeur Alpha Condé continue de multiplier les rencontres avec toutes ces personnalités dans le but de trouver des solutions idoines. Celle surtout d'amener les hommes d'affaires à y mettre leurs moyens financiers dans le développement socio-économique de la Guinée, à travers la création de petites et moyennes entreprises qui sont aujourd'hui porteuses d'emplois et créatrices de revenus. Enfin, le chef de l'État s'est entretenu avec le maire de Pérouse. Professeur Alpha Condé et Vladimir Bokali ont échangé sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Italie. Des questions de jumelage entre la ville de Pérouse et une autre ville de la Guinée ont été largement évoquées. Le chef de l'État et le maire de Pérouse ont tous deux exprimé leur volonté d'aller dans ce sens pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les peuples italiens et guinéens. Comme l'illustre bien sûr cette signature du président Alpha Condé dans le livre d'or de la mairie de Pérouse. Ici, à Conakry, le président de l'Assemblée nationale a successivement reçu ce matin l'ambassadeur des États-Unis et celui de la République islamique d'Iran. Les diplomates étaient venus réaffirmer leur engagement à soutenir le développement de notre pays. Le résumé de ces audiences avec Abdoulaye Diallo. Faire du Parlement guinéen un véritable contrôleur de l'action gouvernementale, c'est la préoccupation majeure des diplomates vivant en Guinée. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et celui de la République islamique d'Iran. Le diplomate américain félicite les membres du bureau de l'Assemblée nationale et promet une assistance technique et politique de son pays. Nous avons commencé la discussion sur l'assistance technique et le président de l'Assemblée nationale va nous identifier les besoins principaux et ses priorités. Pour nous, toujours le rôle de femmes, de membres femmes, c'est très important. Aussi, le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance du développement de jeunes parlementaires. Et nous allons travailler avec tous les partis, et nous allons travailler avec le staff et les députés élus. De son côté, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran a remis une invitation au président de l'Assemblée nationale pour sa participation à la conférence des parlements des pays membres de l'OCI. Comme 35 ans après la révolution islamique d'Iran, maintenant notre Parlement a une expérience de 35 ans. Notre Assemblée est disponible pour transmettre et transférer de cette expérience au Parlement de la Guinée. Honorable Claude Kori-Kondiano s'est réjoui de l'apport de la communauté internationale dans le processus démocratique en Guinée. Il se fixe pour objectif la formation des membres de différentes commissions de l'Assemblée nationale. L'autre image de l'actualité nationale rencontre des partenaires impliqués dans le processus électoral. Elle a été initiée par le PNUD. Objectif, tirer les leçons de l'élection législative du 28 septembre 2013 et préparer les prochaines élections communales et communautaires. La démarche vise à corriger les imperfections enregistrées lors des législatives en vue de consolider les acquis démocratiques. Le point avec Mohamed Sankan.
Les législatives du 28 septembre 2013 ont permis de mettre un terme à la transition que le pays a connue à partir de 2008. Mais comment ces élections se sont-elles déroulées? Quels sont les acquis qui peuvent être dupliqués? Quelles sont les faiblesses constatées dans le système? Et quelles sont les recommandations pour les prochaines échéances communales et communautaires? La question était sur la table ce mardi sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le développement. Les réflexions ont porté sur le fichier électoral et la cartographie, la formation, la sensibilisation, la logistique et la consolidation des résultats. Il est important pour nous que les trois choses soient rassurées: l'application stricte du code électoral, le renforcement des capacités de l'institution qui est concernée par l'organisation et l'implication forte des structures nationales. Au niveau du fichier et de la cartographie électorale, par exemple, l'étude a noté la présence du site web pour la CENI et la disposition du matériel comme acquis. Par contre, elle a relevé comme faiblesse l'élaboration des cartes électorales, révision des listes. Des problèmes qui n'ont toutefois pas entaché la régularité du scrutin, mais qui méritent d'être corrigés pour les prochaines échéances. Effectivement, c'est une chose pour notre institution, dans le sens de la qualification de notre travail, dans le sens de la qualification du processus électoral et surtout pour l'organisation des prochaines élections. Avec l'application des recommandations consignées dans le document, la Guinée pourrait connaître des élections toujours propres, car c'est un processus dynamique qui permet d'accompagner la Guinée. En plus bref, la Commission de l'Union européenne a débloqué plus de 140 millions d'euros pour la Guinée. Ces fonds serviront à appuyer les efforts du gouvernement en matière de promotion de la bonne gouvernance, de protection des droits humains et d'amélioration de la mobilité des personnes et des infrastructures. C'est ce qu'indique un communiqué de l'Union européenne. Nous reviendrons en détail sur cet élément. Une bonne nouvelle. Un groupe d'investisseurs américains et européens chez le ministre d'État en charge des finances, des chefs des départements de l'agriculture, de l'habitat et du vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée ont participé à la rencontre. Les discussions ont porté sur le climat des investissements et de l'identification des projets susceptibles d'être financés par des partenaires étrangers. Boubacar Ba nous fait le point. L'industrie, les mines, l'énergie, l'aéronautique et la construction de logements sociaux, ces investisseurs étrangers venus d'horizons divers voudraient s'assurer de l'existence des lois et règlements en matière d'investissement privé pour plus de garanties. On peut retenir qu'il y a un certain nombre de projets précis qui ont retenu l'attention. Des centrales hydroélectriques qui ont besoin d'être financées. Ça, c'est un point très important qui a retenu l'attention des investisseurs. La création de logements sociaux. Dans la périphérie de Conakry. Ça, c'est un projet qui a retenu l'attention des investisseurs. Et sur les mines, là, il y a beaucoup de choses. Ce serait très long de toutes vous les dire, mais voilà 3 exemples relativement concrets de choses extrêmement bien présentées par le gouvernement. Le ministre d'État en charge des Finances s'est réjoui de cette marque d'attention des privés étrangers et indiqué que des dispositions utiles ont été prises par le gouvernement dans la préparation des projets de textes y afférents, des projets qui devraient être soumis dans les jours à venir à la nouvelle Assemblée nationale. Nous sommes conscients que l'État n'est là que pour faciliter la venue des capitaux privés, pour faciliter l'investissement privé, parce que l'État ne peut pas investir tout ce besoin d'investissement en Guinée, donc il faut toiletter, il faut recadrer le cadre juridique, si j'ose le dire ainsi, pour permettre aux investisseurs d'être rassurés qu'en venant en Guinée, ils viennent avec toutes les garanties et ils peuvent investir et ensuite rapatrier le bénéfice de leur investissement. Ce groupe d'investisseurs présents dans plusieurs pays d'Afrique effectue actuellement une tournée dans la sous-région. Dans le même registre, une importante réunion vient de se tenir à la Banque centrale de la République de Guinée. Il a été question de la mise en production du centre de traitement monétaire interbancaire. De nombreux cadres de la Banque centrale et de la Société monétique de Guinée, SMG, ont préparé aux travaux. Tierno Ousmane Yallo était de la partie. Les parties prenantes, la nouvelle vue des parties prenantes de la Banque centrale et les banques.
Suite à cette introduction du gouverneur de la Banque centrale, Mousseni Nabé, Boubacar Bari, directeur général de la Société monétique de Guinée SMG, et Aïssa Silimani, directeur général de Paylogique, ont fait une présentation de l'ensemble du processus de mise en œuvre de l'architecture, des investissements et de la sécurité de la conduite du projet. Il s'en est suivi une série de questions posées par les responsables de la BCRG et des banques commerciales. La SMG et ses partenaires ont répondu aux questions posées. À l'issue de cette réunion qui a duré plus de 2 heures d'horloge, d'importantes décisions ont été prises devant conduire à la mise en production dans un bref délai du centre de traitement interbancaire monétique au switch national en vue du relèvement du taux de bancarisation dans notre pays. Comment renforcer les capacités du ministère du Commerce? La question préoccupe les responsables de ce département. Le ministre Marc Yombono s'est entretenu à cet effet avec ses principaux collaborateurs sur les stratégies à mettre en œuvre pour la relance de son ministère porteur de croissance. Suivez le reportage de Habib Cham et Cheikh Mabinti Silla. Visage, nouvelle offensive au ministère du Commerce. En réunion restreinte, Marc Yombono et les services rattachés travaillent sur la relance du département. Avec le nouveau ministre, nous pourrons redéployer le personnel en fonction de leurs compétences. C'est dans l'honneur de la Guinée, parce que non seulement on a parlé des élections au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée qui n'a que trop traîné. Deuxièmement, les dossiers brûlants qui sont sur la table, le ministre est prêt avec son équipe se donner la main pour que ces dossiers soient réellement évacués. Cette deuxième réunion technique a permis au ministre et à ses cadres d'examiner toutes les questions de développement dans le secteur, notamment celle d'une éventuelle augmentation du prix du carburant. Nous sommes dans un processus de flexibilité des prix, sur recommandation de tous nos partenaires techniques et financiers. Maintenant, c'est d'être en harmonie avec les autres pays. Pour le moment, l'augmentation n'est pas déclarée. Les défis ici, nous les avons ressortis ensemble en ce qui concerne l'accomplissement de notre mission et aussi le partage déjà des connaissances, des stratégies sur comment mettre en œuvre la lettre de mission qui nous sera soumise. Et je crois à cet effet, il y a déjà l'adhésion de tout le personnel. Fini la Guinée de l'exception. Fort de ce principe, le nouveau ministre du Commerce a promis de faire respecter la réglementation dans le travail tout en luttant contre le trafic et les contrebandes dans le secteur commercial en Guinée. Je le disais en titre, la société civile tente de redorer son image après le scandale financier qui a secoué l'organisation. La responsable de 8 conseils régionaux des 33 préfectures du pays ainsi que les représentants des réseaux étaient en concertation à Conakry. À l'issue de 2 jours de travaux, les conseillers ont décidé d'organiser un congrès pour élire un nouveau bureau. Le reportage est signé de Nouhou Yallo. Les débats ont porté sur le parcours du Conseil national des organisations de la société civile de 2002 à nos jours, l'actualisation du concept des sociétés civiles dans le contexte guinéen, mais aussi le rôle, principe et mission des membres de la société civile guinéenne. Il y a eu des dysfonctionnements au niveau du bureau national. J'espère que dans quelques temps, ces dysfonctionnements vont s'inscrire dans le passé. Et nous allons reprendre l'allure que nous avions avant pour que nous participons efficacement au développement de ce pays-là. Les résultats de ces assises permettront de redéfinir la vision et la mission des conseils régionaux et du bureau national. Ceci va servir de base à l'élection du nouveau bureau national, du CNOX. Il faut que la société civile fasse entendre d'autres sons de cloche, débattre autrement et regarder autrement la société guinéenne et ses problèmes. Je formule donc ici le vœu ardent que la société civile guinéenne saura tirer les leçons de ses échecs passés pour faire face à ses responsabilités aux défis de la paix, de la réconciliation nationale et du développement de notre pays. Le congrès électif est programmé dans les prochains jours dans la ville des Agrumes, à Kindia.
Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a conféré ce mercredi avec les professionnels du secteur de la pêche. Moussa Kondé Tatavieux a expliqué aux travailleurs les recommandations de l'Union européenne et l'a pour l'occasion prodigué d'études conseils allant dans le sens de la qualification du département de la pêche. Mamadi Gassama a suivi la rencontre. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture face aux professionnels de la pêche. À l'ordre du jour, la sensibilisation des différentes corporations sur les questions liées au respect des engagements internationaux qui lient la Guinée à l'Union européenne. Il s'agit de leur expliquer la politique actuelle du gouvernement, c'est-à-dire les réformes qui sont en cours à la pêche. Les acteurs de la pêche n'avaient pas compris tous les enjeux. C'est pour cela que nous avons convoqué cette réunion pour leur expliquer et expliquer aussi les acquis de la République. Les acquis que le président de la République a déjà fait dans le secteur de la pêche. Depuis quelque temps, la Guinée est sous menace d'être classée comme pays non coopérant avec l'Union européenne. Pour éviter cela, la Guinée devrait obéir à un certain nombre de recommandations. Il y a une douzaine de recommandations, des mesures prises pour remettre à niveau le cadre réglementaire. À ce titre, par exemple, il est bon de savoir que des dispositions spécifiques ont été adoptées pour intégrer la surveillance satellitaire dans la surveillance de pêche, ainsi que la surveillance aérienne. Les amendes ont été révisées. Il y a aussi un point spécifique sur la nécessité d'avoir en état de fonctionnement le dispositif de surveillance satellitaire. Il faut que les balises soient opérationnelles 24 heures sur 24. Nous sommes dans une situation au jour d'aujourd'hui où le monde est un monde un petit peu globalisé et nous devons faire ces efforts certainement pour pouvoir sortir le pays des pays non coopérants. Si c'est grâce à cela, à ces réformes-là, nous ferons l'effort nécessaire de notre côté pour que aussi le pays, pour voir le résultat de tout cela et pour que le pays puisse sortir de la zone des pays non coopérants. L'approvisionnement des marchés en produits halieutiques, la situation des licences, l'octroi des cales frigorifiques ont été entre autres préoccupations évoquées par les différentes corporations. Le directeur de l'Harmattan Guinée était face à la presse ce mercredi. Sansi Kaba Yakiti s'est exprimé sur la tenue de la 3e édition des 72 heures du livre qui aura lieu les 23, 24 et 25 avril prochains. Au cours de cette conférence de presse, le directeur de l'Harmattan a abordé des questions liées à l'organisation de cette édition et le manque de bibliothèques dans les écoles. Makale Souma était de la partie. Pour passer 2 informations majeures sur le plan culturel. Tout d'abord, les 72 heures du livre, un événement annuel initié et managé par la maison d'édition du droit guinéen, l'Harmattan Guinée. Et puis, le lancement du prix du jeune écrivain guinéen qui démarre ce 29 janvier pour finir le 30 mars. C'était de présenter officiellement l'édition 2014 de ce salon, communément appelé les 72 heures du livre, avec des innovations. D'abord le thème, livre et développement local. Et cette année, nous avons pris comme ministère parrain, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Deuxièmement, c'était de lancer le prix du jeune écrivain édition 2014. Ce prix est à sa 3e édition. Donc l'âge varie de 15 à 35 ans, conformément à la charte africaine de la jeunesse. La 6e édition des 72 heures du livre a une nouveauté cette année. La participation de la ville des agrumes, Kindia, comme ville invitée d'honneur. Des villes, mairies et communautés rurales qui sont confrontées au même titre que Conakry au problème de manque de lecture. À la question de savoir que faut-il réellement pour inciter les Guinéens à la lecture, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a sa petite idée. Pour booster le goût de la lecture des jeunes, il faut que les intrants nécessaires pour imprimer les livres, que ces intrants soient détaxés, qu'on taxe tout sauf les intrants qui sont nécessaires pour éditer un livre. Parce que le livre coûte cher, on dit. Il faut le mettre à la disposition, à la portée du portefeuille du jeune étudiant, du jeune lecteur, du jeune lycéen.
Au compte des 72 heures du livre, une campagne de proximité sera effectuée par la Miss Guinée 2014, une activité décentralisée pour un impact immédiat et visible. À ce salon 2014 sont attendus d'éminents invités tels que Denis Briand, le fondateur des éditions Harmattan. Dans l'actualité encore, la RTG Coloma vient de bénéficier d'un minibus de 15 places. C'est pour faciliter le transport des travailleurs. C'est le nouveau ministre de la Communication, Alocé Makamera Kake, qui a procédé à la remise de ce véhicule. C'était en présence des travailleurs. Une action encouragée. Cheikh Sanko. À la RTG Coloma, un des chauffeurs a eu à évoquer leurs difficultés pour ce qui concerne le ramassage des travailleurs au début à 6 h du matin et à 0 h. Ils avaient besoin d'un véhicule qui puisse prendre au moins 10 personnes. Ces propos de M. l'attaché du cabinet du ministre de la Communication sont à la faveur de la remise de ce minibus de 15 places à la direction générale de la RTG Coloma. Ce véhicule, acquis grâce aux efforts du département, réjouit le ministre qui promet de s'inscrire dans la même logique. Pour saluer et féliciter tout ce que vous avez abattu avant moi comme boulot. Ce véhicule est le résultat le plus éloquent. C'est un honneur aussi pour moi aujourd'hui de m'inscrire dans cette continuité. Parce qu'avant ce véhicule, nous savons le chef de l'État lui-même, il avait fait un grand effort en dotant suffisamment d'émetteurs pour couvrir l'ensemble du territoire national. Il a donné du matériel de travail et les 4 pick-up qui permettent aujourd'hui de rendre lisibles les actions que le gouvernement est en train de faire. Le plaisir est énorme pour le directeur général de la RTG Coloma qui s'engage à faire de cet outil un moyen efficace de travail. Ce véhicule ira à ses destinataires. Nous saurons faire bon usage comme vous l'avez demandé. Vous nous avez donné un chantier. Vous nous donnez des outils. Nous travaillerons avec les truelles qu'il faut. Ce minibus, qui vient renforcer le parc automobile de cette station nationale, facilitera la mobilité des travailleurs dans leurs activités de tous les jours. L'Institut Nako Diabaté a lancé des cours d'informatique lundi à l'intention des journalistes et techniciens de la radiodiffusion télévision guinéenne de Coloma. C'est un signe de bon partenariat. Abdeya le reportage. Selon le partenariat signé entre la radiodiffusion télévision guinéenne et l'Institut Nako Diabaté, 50 journalistes et techniciens doivent être initiés à l'outil informatique. Le contrat stipule que l'Institut doit lancer les modules de formation du 3e groupe. La particularité demeure la participation des 5 candidates Miss RTG 2014, une promesse qui avait été faite par le fondateur. Aujourd'hui, il faut savoir que la RTG fait la promotion de NACO. En contrepartie, NACO forme des journalistes et des techniciens de la RTG. Mais en dehors de ces partenariats, nous avons décidé d'être en partenariat avec l'organisation Miss RTG parce que nous trouvons que c'est une très belle activité culturelle et nous avons accepté. Je sais que c'est un partenariat qui sera gagnant-gagnant. La maîtrise de l'informatique apparaît comme une obligation en ce XXIe siècle. Cette formation devra donc permettre aux participants de renforcer leurs capacités et de s'adapter aux réalités d'un monde de plus en plus innovant. Tout d'abord, je commence à remercier le fondateur de l'Institut Nako Diabaté d'avoir pris cette initiative d'intégrer aussi les Miss RTG à suivre des cours de formation. Je lui suis très reconnaissante. Mon sentiment par rapport à ça est un sentiment de joie et de fierté. Je suis très contente, ainsi que mes autres concurrentes aussi. À travers cette action, l'Institut Nako Diabaté structure au service du développement de la nation. L'autre temps fort de cette édition, quelques jours après la fermeture du siège du RPG Arc-en-Ciel par un groupe de jeunes militants, le bureau de la jeunesse du parti condamne cet acte et réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, professeur Alpha Condé. Écoutons cette déclaration lue par le porte-parole de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, Souleymane Keïta, au micro de Abdul Aziz Baldé. La jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, toujours fidèle à ses engagements depuis les premières heures de la lutte,
a décidé de montrer à la face du monde que le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et elle constituent deux poumons dans un même corps. C'est pourquoi nous disons haut et fort que l'incident du samedi ne vise nullement à contester la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Encore moins orienté contre quelconque membre du gouvernement. Nous tenons à lancer un avertissement ferme à tous ceux qui, de près ou de loin, cherchent à récupérer cette situation pour des intentions inavouées. Nous remercions par ailleurs toutes les personnes de bonne volonté qui n'ont ménagé aucun effort pour un dénouement heureux. Et rendez-vous est pris pour le samedi 1er février 2014 à 10h au siège national du parti. Démantèlement des réseaux de voleurs de lampadaires et de batteries. L'opération a été effectuée par les services de l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Des personnes mises en cause ont été interpellées pour des fins d'enquête. Mais comment ces présumés malfrats ont été arrêtés? Suivez quelques précisions. La société ADS Solar, sise à Koleya, Lansebouni, a signé un contrat avec une société de gardiennage dénommée G4S pour sa sécurité. Il est à préciser que chaque gardien est payé à 2 700 000 francs guinéens par mois. Mais la société de gardiennage coupe le salaire qui varie de 350 000 à 450 000 francs guinéens. Donc, le recommandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, déduit que la société G4S a incité ses gardiens au vol en diminuant de manière excessive leur salaire. On m'accuse d'avoir volé ce colis. Que celui qui a fait ce problème avec le nommé Alassane Bangoura, il est en cavale. Donc je suis là pour ça, mais vraiment je ne me reproche de rien. Si vous voyez aujourd'hui, nous sommes arrivés à mettre main sur cette quantité d'objets volés et les éléments que vous avez vus, c'est que nous avons été la population. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, exige que cette confiance-là reste toujours efficace contre de lampadaires et de batteries. C'est un dossier à suivre. Douleur et consternation, la RTG en deuil. Le journaliste Soufiane Sissé de la RKS n'est plus. Notre confrère est mort dans un accident de la circulation sur la nationale Bofa-Kamsar. Il a été inhumé ce mercredi au cimetière de Koleya après la prière de 14h. Reportage Aboubakar Sidiki Kamara. Parents, amis et collègues rendent un dernier hommage à Soufiane Sissé, décédé dans un tragique accident hier mardi sous le tronçon Bofa-Kamsar. Né en 1985, Soufiane Sissé brille à l'école et sort avec un diplôme de journalisme de l'université Mercure International avant de se lancer dans la vie active chez un opérateur de téléphonie. Puis il rejoint la radio Kalomestéo RKS en tant que stagiaire où Soufiane a charmé les auditeurs par sa voix. L'accord pour un nouveau décaissement au compte de la Guinée a été conclu vendredi à Conakry. La mission du Fonds monétaire international a finalisé les discussions au titre de la facilité élargie de crédit. Voilà comment s'achève ce bulletin qui vous a été présenté par Sissé Soufiane. Fama Koumbassa. L'ascension de l'homme est si fulgurante que Soufiane Sissé s'est fait une place dans le cœur de ses collègues de la radio. Ces derniers ne manquent pas d'éloges à l'endroit de ce talent à l'état pur, celui de Soufi, comme l'appelaient affectueusement ses amis. Après la prière de 14h ce mercredi 29 janvier, juste 2 jours après avoir soufflé sous ses 29 bougies, Soufiane Sissé a regagné sa dernière demeure au cimetière de Koleya où il repose désormais. Dors en paix, camarades et chers frères, ton œuvre est terminée. Dieu l'a voulu ainsi. Que le paradis soit ta demeure éternelle. Amen. Soufiane Sissé, que la terre te soit légère. Et puis, notre confrère Siaka Kouyaté, ancien directeur de publication du journal Le Citoyen, a rejoint sa dernière demeure ce mercredi au cimetière de kilomètre 36. Mais avant, un hommage a été rendu à ce citoyen, à ce doyen de la presse nationale au Palais du Peuple à Conakry, en présence des parents, amis et collaborateurs. L'une des meilleures plumes nous quitte à l'âge de 62 ans. Dors en paix,
Grand frère, tu as bien rempli ta mission. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.